Je regardais récemment un reportage sur Netflix, un reportage intitulé Jerry Springer Fight Camera Action, un reportage en 2 parties qui parle du Jerry Springer Show, et c'est là que j'ai découvert l'émouvante histoire de Nancy. Cette mère de 2 enfants a été humiliée à la télévision après avoir été savamment manipulée par la production. Elle mourra une poignée de mois plus tard, la scène de crime ayant été considérée par les autorités locales comme l'une des pires jamais observées auparavant. Alors, certes, on va parler de l'histoire de cette mère de famille, mais on va aussi plonger dans l'univers du tout premier talk show considéré comme de la trash TV. Quand la télévision va trop loin, découvrez aujourd'hui la triste histoire de Nancy Campbell Panitz. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Le reportage commence très fort avec un extrait d'émission dans lequel l'animateur Jerry Springer annonce que son invité, un certain Mark, qui a l'air tout à fait normal au demeurant, a des problèmes avec ses voisins car il ne s'entend pas avec sa femme. Voilà, Mark a quitté femme et enfant à la suite d'un véritable coup de foudre. Jerry Springer hurle « Faites entrer sa femme !» Les caméras se concentrent alors sur le public. Certains éclatent de rire, d'autres ont l'air dégoûtés et d'autres encore choqués. Alors on se demande ce que peut bien avoir d'aussi spécial la femme de cet homme. Et voilà qu'apparaît à l'écran un poney. Oui, cet homme a épousé 10 ans plus tôt, dans le cadre d'une cérémonie privée, ce pauvre animal. Il explique qu'entre eux, ça a été une évidence, que tout était dans le regard. Puis on voit le poney lécher le visage de Mark, qui en retour ouvre la bouche pour accueillir la langue du mammifère. Ah oui les amis, j'imagine d'ici vos têtes. Mark a défendu sa bestialité en disant que leur relation était consensuelle et que oui, il a plus d'une fois consommé son mariage et il a également dit, je cite, « Si ça ne lui plaisait pas, elle pouvait toujours partir », en parlant de son poney. L'épisode avait été interdit pour des raisons évidentes dès sa première diffusion à New York. Donc si j'ai bien compris, le Jerry Springer Show était diffusé à des horaires différents en fonction des États. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi c'est la toute première émission à avoir été qualifiée de trash TV. L'un des producteurs a résumé l'essence même de l'émission en déclarant, je cite, « Si vous vouliez sauver des baleines, vous appeliez Oprah Winfrey. Mais si vous couchiez avec une baleine, vous nous appeliez. » Et oui, c'était ça le Jerry Springer Show. C'était du jamais vu à l'époque, impossible de faire plus scandaleux. Adolescente, je me souviens d'un invité qui avait des relations intimes avec sa machine à laver, sa table, bref, tout un tas d'objets. Dans le reportage Netflix, est également rapidement évoqué le cas de cette jeune femme qui a appelé la production pour leur demander à ce qu'on l'aide à convaincre son père de ne plus réserver de rendez-vous sur le site où elle proposait ses services charnels. Elle disait qu'elle se rendait au rendez-vous et qu'elle découvrait seulement une fois sur place que c'était son père qui avait réservé le créneau horaire et qu'elle était obligée par conscience professionnelle d'honorer ses engagements. En entendant son histoire lorsqu'elle avait appelé au standard, l'assistant de la production s'était dit « Mais attends, mais c'est quoi ce bordel ?» Et de toute façon, ça passera jamais puisque son père acceptera jamais de venir. Or, il avait accepté. Le père et la fille avaient alors été logés dans des hôtels différents et sous de faux noms. L'assistant de production était parti rendre visite à la jeune femme pour préparer l'émission. Et c'est là qu'il était tombé nez à nez avec son père. Il était vêtu d'une simple serviette. Quant à sa fille, elle était encore au lit et les deux venaient d'avoir une relation intime. C'est à ce moment que l'assistant, du nom de Toby Yoshimura, s'était dit « Ok, c'est fini, je rends mon tablier, je peux plus continuer ». Dans le reportage, on apprend que l'émission était possible grâce au triangle de Springer. Alors, qu'est-ce que le triangle de Springer? Eh bien, sachez que j'avais pris en photo ma télé pour l'envoyer à ma sœur, parce que ça concerne également le true crime. Eh bien, c'est une zone géographique bien précise en forme de triangle qui s'étend du Tennessee à l'Ohio en passant par la Géorgie. 75% des invités venaient de là-bas. C'est une région très rurale, constituée de petites villes assez isolées, avec une grande concentration d'habitants, disons, désargentés, peu éduqués, vivant comme en autarcie.
Il y aurait pas mal de familles dysfonctionnelles dans cette région. Dans le reportage, cette zone géographique est présentée un peu comme le triangle des Cassos. L'un des intervenants explique dans le reportage que ces personnes venaient avec des problèmes assez dingues et qu'ils avaient la naïveté de croire que Jerry Springer et son émission allaient les aider, à minima les comprendre. À l'image de cette femme qui expliquait être enceinte de son frère. Alors, il n'y avait aucun doute tant ils se ressemblaient et il n'avait pas l'air de bien comprendre en quoi c'était si choquant. Le frère expliquait que, oui, ils ont des relations ensemble. Il se demandait ce qu'il y avait de si bizarre à ça. Les deux avaient sincèrement l'air étonnés de la réaction de dégoût du public. Ils étaient mal à l'aise et il est vrai qu'ils ne respiraient pas beaucoup l'intelligence. Ils avaient l'air un peu simplets et je me suis même dit, il ne m'étonnerait pas qu'ils soient eux-mêmes consanguins et qu'ils aient juste suivi le schéma familial. Peut-être qu'ils ont été éduqués comme ça, qu'on leur a jamais appris que non, on ne fait pas ce genre de choses. Et il semblait assez représentatif du fameux triangle de Springer. D'ailleurs, en regardant le nom des villes, je me suis dit, mais attends, j'ai souvent vu cette ville dans les histoires qu'on a traitées avec ma sœur, et puis celle-là aussi. Et avant même de voir le triangle de Springer, je m'étais dit, c'est obligé, il doit y avoir la Virginie occidentale. Tout simplement parce qu'en traitant le récent sujet sur Abercrombie, un t-shirt avait fait polémique, le voici, et je vous mets un extrait de ce sujet. 2 ans plus tard, en 2004, la marque lance cette fois des t-shirts au message humoristique tels que « It's all relative in West Virginia ». En Virginie occidentale, tout est relatif, avec dessiné dessus les contours de l'État de Virginie. Et si, pour nous, francophones, ça ne veut pas dire grand-chose, eh bien aux États-Unis, le message est clair. C'est là une référence à l'Amérique rurale et ça joue sur le cliché selon lequel les relations incestueuses sont courantes chez les Pecnos dans les Cambrousse de Virginie, un État qui est énormément rural. Ce serait comme sortir un t-shirt avec écrit dessus « à ou trop, tout est relatif ». Le gouverneur de la Virginie occidentale criera au scandale. Et oui, la Virginie occidentale faisait effectivement partie du triangle de Springer. Et on apprend également dans le reportage que la production, pour éviter d'être discréditée, exigeait de ses employés qu'ils passent au crible les futurs invités pour s'assurer que leurs histoires étaient bien vraies, sous peine d'être licenciées, ce qui était arrivé à l'une des intervenantes. Elle avait été virée du jour au lendemain après avoir consacré des années de sa vie au show, au détriment de sa vie personnelle, au motif qu'elle avait été dupée par des invités et elle a dit « J'aurais dû m'en douter, ils venaient de Boston ». Traduction, les invités, en temps normal, ils ne viennent jamais de ce genre de grandes villes développées. Ils viennent toujours de petits patelins. Il faut être un peu déconnecté du monde, de la réalité et être aussi très naïf pour venir s'afficher comme ça devant tout un pays en pensant être aidé et en pensant que le public allait faire preuve de compassion. Ça n'arrivait jamais. Toby Yoshimura a dit, je cite, « Ce sont des gens ordinaires des petites villes et vous essayez vraiment de leur vendre l'idée qu'ils ont une belle histoire à raconter. Sans compter qu'on leur offrait une expérience somptueuse, une limousine, des vols en première classe, un accès illimité à l'alcool et à toutes les substances susceptibles de réduire leurs inhibitions. C'était un style de vie que les invités n'avaient jamais connu. » Fin de citation. Et toujours dans ce reportage, les intervenants, notamment 2 membres de la production, expliquent que oui, les histoires étaient vraies, mais qu'il leur fallait faire preuve de beaucoup de ruse pour convaincre les participants de venir. Alors ils étaient manipulés et on leur mentait au besoin. Des méthodes largement utilisées à la télévision, surtout à cette époque, et l'une des invitées, celle qui nous intéresse aujourd'hui, a justement été manipulée, dupée, trahie par les membres sans foi ni loi de la production du Jerry Springer Show. Elle ne le découvrira qu'une fois arrivée en plateau. Elle refusera d'ailleurs de se battre sur le plateau. Elle le quittera dignement sous les menaces de la production. Tu y retournes et tu te bats, sinon on ne te donne pas ton billet d'avion retour. Un argument de taille, puisque ce que savaient les membres de la production, c'est que la quasi-totalité des invités étaient pauvres. Et Nancy, la femme dont nous allons parler aujourd'hui, ne faisait pas exception à la règle. Du moins, elle n'avait pas assez d'argent sur elle pour se payer ce jour-là son billet d'avion retour. Mais elle a tenu bon. Mais ça encore, c'était rien à côté du drame qu'elle était sur le point de vivre. Et j'avoue que ce qu'elle a vécu, c'est d'une cruauté telle que j'ai rarement vu ça. Et j'ai trouvé ces derniers instants, et le reste aussi, assez insensé, mais ça on y reviendra plus tard. Je vous propose avant toute chose un petit florilège des pires moments de l'émission pour ceux qui ne la connaissent pas, et c'est dans une deuxième partie qu'on parlera de la triste histoire de Nancy.
Parlons donc du pire du Jerry Springer Show. Le but de cette vidéo n'étant pas de plagier le documentaire, je vous laisse aller le voir si vous voulez connaître la genèse de l'émission et comment son présentateur Jerry Springer, ancien élu et passionné de journalisme politique, avait renié toutes ses valeurs au profit du sensationnel, de l'audimat, et comment l'émission avait réussi l'impossible, à savoir détrôner le talk show numéro 1 du pays à l'époque, celui d'Oprah Winfrey. Et ce qu'il est important de savoir avant de commencer, et dont fait état justement le reportage, c'est que les employés du Jerry Springer Show conditionnaient les invités des heures durant en leur faisant simuler des disputes, en leur racontant tout et n'importe quoi dans le but qu'ils aillent se castagner face caméra. C'était de véritables cocottes minutes prêtes à exploser qui faisaient leur entrée sur le plateau, encouragés par un public galvanisé et assoiffé de sang. Avant, il y avait les gladiateurs dans les arènes et désormais, il y avait le Jerry Springer. Et les histoires de plus en plus controversées avaient atteint un tel niveau de violence sur le plateau qu'il avait fallu à l'équipe de production engager une équipe de sécurité professionnelle. Et sachez que plus d'un invité a quitté le plateau direction l'hôpital. Et tout ça, c'est important à savoir pour parler de la suite. Sans ce conditionnement, la plupart des invités n'en seraient jamais venus aux mains. Et une bagarre, ça faisait littéralement exploser l'audimat. Mais ça, c'était quand il s'agissait de conflits. Après, il y avait les autres, qui, comme le monsieur au poney, n'avaient absolument pas besoin d'en venir aux mains, il suffisait juste d'écouter leurs incroyables histoires. Et je me disais, avant qu'on entre dans le vif du sujet, au-delà de... Encore une fois, ils sont fous ces Américains, je me demandais pourquoi ils venaient s'afficher. Mais je me demandais aussi comment ils étaient castés. Je pensais que les membres de la production sillonnaient le pays pour les trouver. Rappelons que l'émission a été diffusée pour la première fois en 1991. C'était donc avant l'ère d'Internet. Eh bien, on apprend dans le documentaire que c'était les participants qui appelaient eux-mêmes le numéro affiché à l'écran à la fin de chaque émission. Vous savez, dans les talk shows, il y a souvent des encarts affichés avec des appels à témoins du type « Vous trompez votre conjoint et vous ne savez pas comment lui dire, vous avez une passion atypique que vos proches ne comprennent pas, etc. etc. Appelez tel numéro ». Et donc, les participants tombaient tout cuits dans la gueule des petites mains de la production. J'ai trouvé ça assez fou. Donc on va commencer par un florilège du meilleur, du pire de l'émission, puis on passera à Nancy, grâce à qui vous comprendrez encore mieux les coulisses de cette émission et à quel point tout était savamment orchestré, à quel point aussi il ne faut pas avoir d'âme pour travailler dans ce type de programme aux méthodes des plus inhumaines. Alors en cherchant sur la toile, sachez que c'était toujours les mêmes épisodes qui étaient cités et c'est dommage car je pense que cette liste n'est pas vraiment exhaustive parce que moi j'ai en tête certains épisodes que je n'ai pas retrouvés qui étaient pour certains encore plus fous que ça. Mais disons que c'est mieux que rien, alors allons-y. Papa, veux-tu m'épouser? Dans cet épisode, une jeune femme vêtue d'une robe de mariée explique que son père est tout pour elle et qu'elle l'aime. Jerry lui dit si c'est le cas, achetez-lui un cadeau pour la fête des pères. Il lui demande ensuite si elle a déjà avec son père, ce à quoi elle répond que oui. Et dites-vous qu'elle n'était âgée sur le plateau que de 20 ans. Et elle ne voit rien d'anormal à ça, au motif qu'ils s'aiment. Le papa est ensuite invité à entrer sur scène. Il débarque en furie, il invective le public, puis embrasse sa fille sur la bouche, huée, conspué, il essaye d'en venir aux mains avec quelques gars du public et Jerry Springer le recadre, il lui explique qu'il devrait comprendre la réaction du public, finalement comment réagir autrement, il lui dit qu'il est malade et que ce qu'il a fait à sa fille mériterait qu'on le bipe par les pieds. La fille explique qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, c'est, je cite, Dieu qui choisit, car, je cite toujours, aucune loi ne peut vous dicter ce que votre cœur vous dicte. Et Jerry s'en prend au père, vous étiez un homme adulte et votre fille non. Le père dit qu'il aime sa fille depuis 4 ans et qu'il est fatigué de devoir le cacher à ses proches, que c'est difficile et que c'est pour ça qu'il est venu. Je suis heureuse d'avoir coupé mes jambes. Jerry présente l'invitée, Sandra, une femme transgenre, en déclarant « C'est l'histoire la plus bizarre que nous ayons racontée en 15 ans d'existence ». Sandra explique qu'elle a commencé à porter des vêtements pour femmes dès l'âge de 12 ans, mais que c'est à l'âge de 35 ans qu'elle a décidé de vivre en tant que femme. Elle est âgée de 47 ans et c'est 2 ans plus tôt qu'elle a décidé qu'elle ne voulait plus de ses jambes. Elle a donc pris une scie circulaire et s'est elle-même coupé les jambes. Dans l'épisode, Sandra expose avec fierté ses moignons. Elle dit à Jerry Springer « Je n'en voulais pas.
Mon cerveau me disait sans cesse de m'en débarrasser, alors j'ai dû m'en débarrasser et je ne le regrette absolument pas. Et sachez que ce sont donc des voix dans sa tête qui lui ont dit de faire ça. Allez donc savoir de quelle pathologie gravissime elle souffrait. J'ai pensé à la schizophrénie et je pense qu'avec un bon suivi psychologique, jamais elle n'aurait fait ce qu'elle a fait. Je suis venue demander ma belle-mère en mariage. C'était en 2010. L'invité Cory dit à Jerry qu'il est follement amoureux de sa belle-mère, Kimberly, même s'il sait que c'est mal, car de 1, il est lui-même marié et a un enfant, et de 2, son père aime sa femme. Pour se justifier, il explique que, je cite, « Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu ». Il explique que quand son mariage battait de l'aile, il était parti s'installer chez son père et que oui, il a déjà été intime avec sa belle-mère. Il a déclaré « Un jour, nous étions allongés sur le lit en train de regarder un film et elle m'a dit qu'elle avait mal au dos. Je lui ai donc proposé de lui faire un massage du dos et une chose en a entraîné une autre et nous avons eu des relations intimes. » On peut voir ensuite Jerry faire entrer en plateau le père de Cory, un certain Richard, qui a appris la trahison depuis les coulisses du show. Le voilà qui monte sur scène en criant à son fils « Mec, t'as ruiné ma famille, tu as pris ma femme. » Il a ensuite ajouté « Comment as-tu pu avoir des relations intimes avec ta mère ?» Ensuite, Jerry fait venir la belle-mère, la fameuse Kimberly. Elle est vêtue d'une robe de mariée et aussitôt sur le plateau, la voilà qui embrasse fougueusement Cory devant son mari. Pour se justifier, elle explique que Richard l'a maltraitée pendant leur mariage et qu'il avait détruit son estime d'elle-même. Et bien que toujours mariée, on peut la voir échanger ses vœux avec Cory, toujours sous le regard de Richard. Je vis dans une boîte. En 2001, Lynn, l'invitée, explique à Jerry avoir mis un terme à son mariage après 3 ans de mensonges et de tromperies. Voilà, elle a jeté ce goujat dehors. Mais ce dernier, qui refuse de croire que la rupture est définitive, vit depuis des semaines, en guise de protestation, devant chez elle, dans une simple boîte. Oui. Il vit dans une boîte en carton géante. Ce dernier, Kurt, fait alors son entrée vêtu, effectivement, d'un simple carton. Il déclare « Tu m'as mis ici et tout ce que je possède se trouve dans cette maison. Je ne veux rien de tout cela si je ne peux pas l'avoir avec toi. » Soit à quoi Lynn répond « Je ne t'ai jamais dit de vivre dans cette boîte. » Kurt explique à Jerry qu'il passe ses journées devant la maison de son ex-femme à gribouiller des messages d'amour et il explique qu'il a accroché sa photo sur sa boîte en carton. Il explique aussi qu'il se nourrit en fouillant les poubelles de Lynn. Et malgré le fait que Lynn lui ait clairement fait comprendre qu'elle ne l'aimait plus, Kurt passe ses nuits à lui chanter la sérénade munie d'une guitare. Voilà, il est toujours là à chanter sous ses fenêtres, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et alors que l'émission touche à sa fin, Kurt jure de rester sur le plateau du Jerry Springer jusqu'à ce que Lynn accepte enfin de le reprendre. Et non, sachez que ça n'a pas marché. Lynn ne voulait vraiment plus de lui. J'ai coupé ma virilité. Cette histoire date de 1997. Earl, l'invité, explique qu'il s'est, 1 mois auparavant, à l'aide d'un sécateur de jardin, coupé les bijoux de famille, mais que depuis, il le regrette plus que tout. Il explique que pour faciliter le processus, il a congelé ses parties intimes, puis qu'une fois coupées, il les a tout simplement jetées dans les toilettes. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, il explique que s'il a fait ça, c'est parce qu'un homme du nom de Ronnie le traquait, qu'il voulait donc lui faire perdre tout intérêt pour lui, et aussi pour que ce dernier ne puisse pas toucher ses parties intimes. Mais retournement de situation, les amis, voilà que Jerry annonce que Ronnie est en coulisses, il le fait venir en plateau, et Ronnie a une toute autre version. Il affirme avoir entretenu une relation longue de 5 ans avec Earl, que donc non, il ne l'a en aucun cas traqué. Qui dit vrai, qui dit faux, on ne le saura jamais. Et ça n'a pas une seule seconde posé problème à la production que de réunir un potentiel harceleur et sa potentielle victime. Une mère en colère de 270 kilos. Donna est mère de 2 enfants. Elle explique être tellement en surpoids qu'elle ne peut plus aller aux toilettes seule, ni même prendre une douche seule. Elle ne peut compter que sur l'aide de son mari aveugle, et si elle est en colère, c'est qu'elle estime, donc après avoir montré ses bourrelets en long, en large et en travers, en soulevant tantôt son t-shirt et tantôt sa jupe, et bien que tout ça, c'est à cause de ses 2 grossesses, et donc que c'est la faute de ses enfants. Elle se plaint de faire endurer ça à son mari et de ne pas pouvoir avoir une vie intime, épanouissante à cause de ça. Elle dit face au public « J'ai eu mes enfants, j'ai pris du poids, voilà ce qu'ils m'ont fait.
J'ai pris soin de ces enfants depuis qu'ils sont venus au monde. Chaque fois, j'étais là. Et eux, ils ne peuvent pas prendre soin de moi? Mais son fils, Derek, invité en plateau, lui répond: je ne t'ai pas forcé à manger, maman. J'ai pris soin de toi. C'est pas de ma faute si t'es grosse, maman. Et il explique même qu'il avait dû être déscolarisé afin de pouvoir s'occuper de sa mère. Voilà, il a dû abandonner ses études pour ça. Il lui faisait la cuisine, le message, il lui essuyait même le derrière après le popo. Mais que bon, voilà, il n'allait pas faire ça toute sa vie. Puis c'est sa sœur, Tabitha, qui débarque à son tour. Elle soutient Mordicus, son frère, et lance à sa mère le regard noir: je n'ai aucun respect pour toi en ce moment. Puis c'est l'ex-mari de Donna, le père des enfants, Harry, qui déboule comme un bulldozer sur le plateau. Il est colère, il hurle à Donna qu'elle accuse ses enfants de ses propres erreurs, qu'elle est grosse, qu'elle est moche, que c'est une menteuse pathologique et qu'elle a oublié qu'elle a sans vergogne abandonné ses enfants alors qu'ils étaient encore tout petits. Et le mot final est revenu à une ancienne invitée du Jerry Springer, Marie, qui pesait également 270 kg la dernière fois qu'elle était apparue dans l'émission, mais qui avait depuis perdu 160 kg. La voilà qui dit à Donna: soit tu répares ça, soit tu te tais. Je connais le kung-fu. Diamond Dave est un Américain petit et frêle qui est tellement convaincu de son niveau en arts martiaux qu'il s'est lui-même surnommé le Hillbilly du Kung-Fu. Il explique que c'est à la suite de problèmes avec son colocataire, un certain Lil Wayne, et non, ce Lil Wayne n'a rien à voir avec le rappeur, et bien qu'il s'est lancé dans les arts martiaux pour pouvoir lui mettre la raclée qu'il mérite. Voilà, en sachant que les deux partagent une caravane. On est toujours dans des situations de misère un petit peu. Mais plutôt que de prendre des cours, eh bien, notre ami Dave a pendant des années regardé dans sa caravane des vidéos de Chuck Norris et de Jean-Claude Van Damme. Il explique s'être aussi longtemps entraîné devant le miroir. Il a dit: si Lil Wayne vient ici en faisant l'idiot, je vais lui faire un coup de kung-fu. Et devinez qui était en coulisses? Oui, Lil Wayne. Sûr de lui, Dave a demandé à la sécurité de ne pas intervenir, voilà, de les laisser se fighter tranquillement. Il gère. Mais lorsque les deux hommes en sont venus aux mains, il est rapidement devenu évident que Dave n'était pas Bruce Lee. Je te trompe avec une stripteaseuse. Que serait le Jerry Springer Show sans les infidélités? Eh bien, pas grand-chose. Un épisode est resté dans les annales. Un invité révèle face caméra à sa petite amie qu'il la trompe avec une stripteaseuse, mais que c'est purement physique. Voilà, il dit n'avoir aucun sentiment pour la stripper. Alors, choqué, sa petite amie lui assène une gifle. Puis, c'est la maîtresse qui entre en scène, la fameuse stripper. Une bagarre éclate entre les deux femmes. Sous les cris de la foule, la maîtresse se met à exhiber ses nénés. Puis, elle commence à danser autour d'une barre de pole dance. Que fait cette barre de pole dance ici? Allez savoir. Et pendant ce temps, la petite amie, elle, est en coulisses en train de vomir. Et enfin, la maîtresse doit être escortée hors du plateau comme elle ne s'arrêtait plus de hurler et d'invectiver le public. Avouez que c'est pas mal, mais c'est pas grand-chose à côté d'un épisode sorti plus tard et intitulé « Je te trompe avec ta sœur stripteaseuse ». L'invité explique qu'après une nuit arrosée dans un club de striptease, il a couché avec la sœur de sa petite amie, l'une des stripteaseuses. Et apparemment, ce n'est pas la première fois que la stripteaseuse fait ça à sa sœur. C'est la 3e fois. Donc la sœur, elle en a ras la casquette. On peut voir les deux sœurs en venir aux mains. Et la sœur stripteaseuse perd toute une touffe d'extension. Alors que la foule scande des jurons, on peut voir Jerry Springer tenant des mèches de cheveux dans ses mains, pendant que la sœur met un terme à sa relation avec son goujat de petite amie. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a à peu près fait le tour des épisodes les plus connus. On peut enfin passer à celle qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Nancy. Son fils, Jeffrey, témoigne dans le reportage et il est très ému. Il explique d'entrée de jeu avoir été étonné d'apprendre que sa mère avait accepté de participer à ce cirque qu'est le Jerry Springer Show. C'était tellement aux antipodes de la personnalité de sa mère qu'il est persuadé qu'elle a dû être sacrément manipulée pour accepter. Il explique que sa mère était quelqu'un de doux, de timide, de pudique et qu'il avait une sainte horreur des objectifs. Elle n'avait de cesse de se cacher le visage lorsque quelqu'un essayait de la prendre en photo. Il en veut pour preuve des photos qu'il montre face caméra où on peut effectivement voir Nancy se cacher le visage. Nancy a eu 2 enfants, 2 garçons, qu'elle a élevés seule à la suite du décès de son mari. Son fils a déclaré, je cite, « Mon père est mort quand j'étais tout petit. Alors elle nous a élevés, mon frère et moi, toutes seules. Elle était forte, indépendante, c'était une personne formidable. »
Et c'est bien des années plus tard, une fois ses enfants devenus adultes, que Nancy a rencontré Ralph Panitz. Tout a commencé au détour d'un chat. Après s'être rencontrés dans une salle de discussion AOL, Nancy et Ralph qui habitait alors en Allemagne, ont commencé à chatter régulièrement et c'est un an plus tard que Ralph a immigré aux États-Unis. Le couple s'est marié dans la foulée en 1997. Ça a grandement étonné ses enfants. Nancy n'avait eu qu'une ou deux brèves relations depuis la mort de leur père. Et voilà qu'elle épouse un homme. Jeffrey a déclaré « C'était tellement inhabituel. En grandissant, je ne me souviens pas que ma mère ait eu de relations amoureuses. Peut-être une ou deux fois, mais rien de sérieux depuis qu'elle était devenue veuve. » Le mariage a été catastrophique. Ralph s'est révélé violent et extrêmement abusif. Il n'avait de cesse de s'en prendre à Nancy et de lever la main sur elle. Un jour, c'est l'escalade. Le coup de trop, Ralph jette Nancy par terre. Elle se cogne la tête au sol. Et là, c'en est trop. Elle demande le divorce. Et c'est seulement 15 mois après s'être mariés. Nous sommes alors en 1999. Mais bien que divorcés, ils vont continuer à se fréquenter et à vivre ensemble par intermittence jusqu'à ce que Ralph n'épouse secrètement, en l'an 2000, Eleanor Panitz. Ralph jouait clairement sur les deux tableaux. Il disait à l'une qu'elle était la femme de sa vie et à l'autre qu'il divorcerait pour retourner avec elle. Et Ralph a alors l'idée d'aller se donner en spectacle dans le Jerry Springer Show. Et il s'est bien gardé de dire à Nancy les vraies raisons. Jeffrey, le fils de Nancy, a déclaré « Tout d'un coup, elle s'est retrouvée seule dans une grande maison et je pense qu'elle s'est sentie seule. C'est pour ça qu'elle a participé à l'émission, pour le récupérer. Ma mère croyait que Ralph avait été extradé en Allemagne et que l'émission allait financer son voyage de retour en Amérique et qu'ils se réconcilieraient ensuite. Je ne pense pas que ma mère ait eu la moindre idée de ce qui l'attendait. Et oui, Nancy pensait que l'émission avait tout organisé afin qu'elle soit réunie avec Ralph, comme les deux le voulaient. Or, c'était loin d'être le cas. De un, Ralph n'a jamais été extradé. C'était là une astuce afin que Nancy accepte de participer à l'émission. Si tu n'acceptes pas, l'émission ne pourra pas financer mon retour aux États-Unis et on ne se reverra jamais. De deux, il ne s'est jamais séparé d'Eleanor. Et de trois, il a fait croire à Nancy qu'il participait à l'émission également pour qu'enfin Eleanor comprenne que c'est fini et qu'elle leur lâche la grappe. Et Ralph n'a eu de cesse d'insister auprès de Nancy. Il trépignait d'impatience à l'idée de participer à l'émission. Chacun son rêve américain. Et apparemment, ça, c'était le sien. Et pire que ça, l'épisode en question a même été intitulé Secret Mistress Confronted, la confrontation des maîtresses secrètes. Et voici comment il s'est déroulé. C'était en mai 2000. Nancy, Ralph et Eleanor ont voyagé séparément de Floride à Chicago pour enregistrer l'épisode qui allait être diffusé plusieurs mois plus tard. Et vous connaissez les méthodes de la production, ils ont mis les petits plats dans les grands, voyage en première classe, limousine, hôtel de luxe, champagne à gogo. Ralph n'a pas hésité à rejoindre Nancy dans sa chambre d'hôtel pour l'entourlouper davantage. Il voulait qu'elle soit convaincue qu'il était là pour la récupérer et pour jarter Eleanor. Ralph et Nancy ont même eu des relations intimes les 2 jours précédant le tournage. Alors imaginez à quel point Nancy ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. La voilà qui fait son entrée sur le plateau du Jerry Springer Show. Elle a l'air intimidée et perdue. Son fils dira « La voir dans l'émission ressemblait à un cerf pris dans les phares d'une voiture et se demander « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça me fend le cœur. J'aimerais juste pouvoir revenir en arrière et lui dire « Ne fais pas ça, maman. » Jerry demande à Nancy le pourquoi du comment de sa présence, ce à quoi Nancy répond qu'avec son ex-mari, Ralph, ils essayent de recoller les morceaux, mais qu'Eleanor ne veut pas les laisser tranquilles. En gros, Nancy récite ce que Ralph lui a dit de dire. Puis c'est la fameuse Eleanor qui fait son entrée. Elle est remontée comme un coucou. De toute évidence, elle est prête à en venir aux mains. Elle explique au public qu'elle est mariée à Ralph et que c'est Nancy qui les harcèle. Que Nancy n'accepte pas le divorce et qu'il serait temps qu'elle les laisse tranquille. Nancy est là, elle ne dit rien, elle a l'air surprise. Eleanor se met à lui hurler dessus, elle est debout face à elle, Nancy qui est restée assise, et elle lui dit « Ralph m'aime et il veut être avec moi. Et toi, la rouquine de l'enfer, tu dois nous laisser tranquille. » Nancy explique calmement que non, c'est l'inverse. Elle en veut pour preuve le fait que les deux aient couché ensemble la veille et l'avant-veille. Puis c'est l'odieux Ralph qui est appelé en plateau. Il arrive tout content et peut-être pas sobre non plus. On peut voir qu'il embrasse Eleanor sur la bouche, puis Nancy.
On lui a installé une chaise au milieu, voilà. Beaucoup plus loin sur la droite, il y a l'une et beaucoup plus loin sur la gauche, il y a l'autre. Et en gros, c'est à lui de nous dire la vérité. Et en fonction de la vérité, eh bien, il placera la chaise à côté de celle de l'élu de son cœur. Et ce goujat explique que ce que dit Éléonore est vrai, que même si c'était sympa au lit la veille et l'avant-veille avec Nancy, eh bien il serait temps qu'elle arrête de les harceler. Il dit même « Le fait est, Nancy, que j'ai épousé Élie, j'aime Éléonore ». Nancy est alors conspuée, elle est considérée comme la maîtresse qui veut par tous les moyens saboter un couple et qui est trop dérangée pour accepter la situation, pour la regarder en face. Pendant ce temps, Ralph prend sa chaise afin de la rapprocher de celle d'Éléonore. Les deux se roulent une énorme galoche sous le regard incrédule de Nancy, qui, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle essaye de rester digne. Elle n'est pas bête, elle comprend que tout le monde, Ralph, Éléonore et la production, se sont joués d'elle. Elle rétorque « C'est Ralph, il joue à ce jeu avec toutes les femmes, il prend tout l'argent qu'il peut obtenir, et puis ensuite, il s'en va. » Quant à Éléonore, elle se lève, prête à en venir aux mains, et lance à Nancy « Tu dois faire ta vie. J'espère que tu t'es bien amusé ces 2 dernières nuits, parce que c'est la dernière fois que tu le verras. Il veut être avec moi. » Et même Jerry Springer s'y met. Je vais dire qu'il hurle à Nancy, mais il lui dit d'un ton paternaliste et moralisateur qu'elle doit arrêter d'importuner ce couple, qu'elle doit se faire une raison. Et là, c'est clairement le moment où les 2 femmes sont censées se battre. On voit que Éléonore est en position, sauf que Nancy, qui est toujours aussi calme, répond « Ok, soit », et elle quitte le plateau. En gros, tu peux le garder, hein, c'est bon, je ne vais pas me battre avec toi pour ça. Et son fils a déclaré, il déclarera ça bien plus tard, il est assez évident qu'ils étaient là pour lui tendre une embuscade. Ce qui est intéressant, c'est le titre de l'émission. Si ma mère avait eu connaissance ne serait-ce que du titre, elle aurait probablement réfléchi à 2 fois avant d'apparaître à l'écran. Mais elle ne le savait pas. Les producteurs voulaient qu'ils s'en prennent physiquement à elle et qu'ils la menacent, mais elle n'avait pas l'intention de le faire. Et effectivement, les membres de la production attendent Nancy de pied ferme en coulisses. Et ils la somment de retourner sur le plateau. Il faut qu'elle se batte. Mais Nancy ne mange pas de ce pain-là, elle refuse. On s'est assez moqué d'elle comme ça. Et alors qu'elle est en coulisses, Jerry s'adresse à Ralph et à Éléonore. Il leur dit d'un ton compatissant « Laissez-moi profiter de cette occasion pour vous remercier d'être avec nous. J'espère que vous pourrez trouver un peu de paix. J'espère que tout ira bien pour vous. » Traduction, on espère tous que la rousse, folle, psychopathe et érotomane vous lâche enfin la grappe. Dans les loges, c'était un tout autre ton. Les membres de la production menacent Nancy. Si elle refuse d'aller se castagner, ils ne paieront pas son billet d'avion retour. Allez, qu'elle monte. Elle a juste à en choper un par derrière et c'est réglé. Mais c'est un non catégorique pour Nancy. Et pourtant, à ce moment, elle n'a pas un sou en poche. Mais elle n'a aucune liquidité, si vous voulez. Il se fait qu'à ce moment, elle a cruellement besoin de ce billet d'avion. Mais elle s'en moque, sa dignité est plus importante. La voilà qui sort du bâtiment, il pleut, elle ne connaît pas la ville de Chicago, alors elle fond en larmes. La voilà qui marche seule au hasard, dans les rues, en pleurs. Elle est littéralement bouleversée. Ce qui vient de se passer est en soi traumatisant. Je pense qu'elle l'aimait sincèrement, ce Ralph. Et le tout en sachant que bientôt elle passera pour une folle devant l'Amérique tout entière. Elle réussit à marcher, on ne sait comment, jusque la gare routière, mais elle n'a pas d'argent pour se payer un ticket de bus. Alors elle reste là, dans un coin, elle pleure des torrents de larmes, elle est inconsolable. Et il y en a un qui l'aperçoit de loin. On ne sait pas qui c'est, si ce n'est que c'est un bon samaritain qui, touché par le spectacle, s'en va à sa rencontre. Et entre 2 sanglots, Nancy lui raconte tout. Touché, cet homme va gracieusement lui offrir un ticket de bus afin qu'elle puisse retourner chez elle en Floride. Plusieurs anciens membres de l'émission ont confirmé qu'effectivement, ils devaient utiliser n'importe quel moyen pour faire aux invités ce qu'ils veulent qu'ils fassent, quitte à utiliser le chantage au billet d'avion. C'était là, d'après Tobi Yoshimura, une occasion de plus de les garder. Et, je cite, « Si ça ne marchait pas, on tentait de leur faire du chantage émotionnel, les faire se sentir redevables envers nous, car nous avions fait tout ça pour eux. Et personne de l'émission ne contactera Nancy pour savoir comment elle va, ou même si elle a pu rentrer chez elle. Ils s'en moquaient royalement. » L'ancien producteur exécutif, Richard Dominic,
qui est, petite parenthèse, le véritable cerveau qui se cache derrière le Jerry Springer Show et qui auparavant s'était illustré dans la presse à sensation avec des articles comme Mon grille-pain est hanté par une entité démoniaque et j'en passe, le même qui voulait que les histoires soient, je cite, convaincantes sans leçon. Il a expliqué, je cite, « Nous ne cherchions pas à résoudre les problèmes, nous donnions juste une chance aux gens de raconter leurs histoires, il n'a jamais été question de les aider. » Jeffrey a témoigné, je cite, « Après l'enregistrement de l'émission, maman était déterminée à continuer sa vie sans Ralph. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les 2 ou 3 mois qui ont suivi l'enregistrement, mais ils se sont remis ensemble à un moment. Maman avait mis de l'argent de côté pour s'acheter une maison, puis Ralph est retourné à ses anciennes habitudes. Il l'a menacée à nouveau, elle n'allait plus le supporter. » Fin de citation. Et oui, Nancy a décidé de le quitter une bonne fois pour toutes, sauf que c'était mal connaître Ralph, qui a mis Nancy à la porte de sa propre maison. Il a donc squatté son domicile et a même fait venir Eleanor dans la foulée. Nancy s'est retrouvée dehors, logée par des amis. Il lui était alors impossible de rentrer chez elle. Elle a donc fait appel à une avocate, Lisa Kleinberg, afin d'obtenir une ordonnance restrictive à l'encontre de Ralph. Et aussi, bien évidemment, afin de le faire dégager de chez elle. C'était 2 semaines avant la diffusion du fameux épisode. L'avocate a déclaré « Il y avait déjà eu plusieurs incidents avec Ralph auparavant, et cette fois, il l'avait vraiment mise à la porte de la maison. Nancy m'a dit qu'elle et Ralph avaient participé à l'émission The Jerry Springer Show et que l'émission allait être diffusée dans 2 semaines. Je n'ai pas compris, je n'y ai pas vraiment fait attention. Et j'ai vraiment senti qu'elle en avait fini avec Ralph. Elle en avait fini avec lui et voulait rentrer chez elle. » Dans la foulée, en juin 2000, Nancy a obtenu la propriété exclusive de sa maison. Elle a également reçu une ordonnance restrictive contre Ralph et, incroyable hasard, elle a obtenu cette ordonnance le jour même de la diffusion de l'épisode du Jerry Springer Show à la télé. Son avocate a déclaré « Quand Ralph est sorti de la salle d'audience, il n'a pas juré ni tapé du pied, il semblait résigné quant à la décision. Il n'y avait vraiment aucun problème, mais ensuite, il est allé dans un bar et ils ont diffusé l'épisode. Ralph a regardé toute l'émission, ivre, et il est devenu de plus en plus agité. Je pense que c'est ce qui a poussé Ralph à agir, car à un moment donné, il a dit à un client du bar « Je vais la tuer ». Et effectivement, quelques heures après la diffusion de l'épisode, Ralph s'est introduit au domicile de Nancy, il l'a battue avant de piétiner son visage à coups de pied. Il ne s'est plus arrêté jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Et comme je vous le disais, les policiers de la ville n'avaient jamais vu une scène de crime aussi horrible. C'était une véritable boucherie. Ils ont de suite cherché à arrêter Ralph, sauf qu'il avait entre-temps pris la fuite avec Eleanor. Des habits de recherche avaient été lancés. Dans des interviews données après la mort de Nancy, Jerry Springer a admis ne pas se souvenir de ses invités. Il a dit « Il se trouve que des gens ont participé à l'émission, si j'ai bien compris. Donc j'espère qu'ils vont trouver le tueur, c'est l'essentiel. Le reste, ce n'est que de la télé. Donc nous allons coopérer pleinement. Je ne veux pas banaliser ça, car c'est un événement très triste, mais ça n'a rien à voir avec l'émission. » Voilà, Jerry Springer s'en lave les mains, et c'est finalement toute la production qui s'en lave les mains. On apprendra plus tard que le couple avait essayé de fuir au Canada avant de finalement, après plusieurs jours de cavale, décider de se rendre à la police. Alors forcément, le choix a été montré du doigt, jugé par beaucoup comme responsable de ce qui est arrivé à Nancy. A été reproché à la production de ne pas s'être renseigné sur les antécédents de Ralph. Il avait plusieurs plaintes pour violences domestiques à son actif, dont plusieurs émanant de Nancy, à l'époque où il était toujours marié avec lui. Et beaucoup se sont demandé comment la production avait pu être aussi laxiste et aussi peu regardante. Ça revenait à réunir un bourreau et sa victime. Pour éviter d'être assigné au procès à venir, toute l'équipe avait été envoyée en tournage en Jamaïque. Quelle coïncidence. Yoshimura a déclaré qu'il pense que ça a été fait exprès. Néanmoins, il a aussi déclaré « Sommes-nous responsables de tout ce qui se passe dans la vie des invités pendant les mois qui suivent leur départ de l'émission ? Je ne pense pas. » Bref, la stratégie de la production se révélera payante. Jamais personne de l'équipe ne sera appelé à la barre le jour du procès. Ralph était accusé d'homicide et Eleanor avait quant à elle été mise hors de cause. Elle avait simplement été citée comme témoin important. Il a été prouvé qu'elle n'était pas là au moment où Ralph a agi.
Ralph sera condamné en mai 2000, soit 2 ans après les faits. Après un procès long de 10 jours et 18 heures de délibération, il sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'implication de Jerry Springer dans l'affaire a été évoquée à plusieurs reprises devant le tribunal par la juge Nancy Donnellan, qui s'est d'ailleurs adressée publiquement à lui et à son émission lors de la détermination de la peine. Elle a déclaré « Ralph Panitz, Eleanor Panitz et Nancy Campbell ont été amenés à Chicago par le Jerry Springer Show, puis manipulés par les producteurs de cette émission. Les audiences sont-elles plus importantes que la dignité de la vie humaine? Honte à vous. » Jeffrey a intenté une action en justice contre Jerry Springer et l'émission, mais un porte-parole de l'émission a nié toute responsabilité et la plainte a été abandonnée l'année suivante en 2003. Jeffrey a déclaré « Cette situation a tout simplement effacé la moitié de ma vie. J'ai dû faire face à ça pendant 20 ans. Et voilà que 24 ans plus tard, j'en parle encore. Ça a eu un impact assez important sur moi. Il est désormais difficile pour moi de faire confiance aux gens. Et bien évidemment, il juge la production en partie responsable de ce qui est arrivé à sa mère. Il est même allé plus loin en déclarant « Je ne pense pas qu'ils aient jamais été tenus responsables de quoi que ce soit. Je suis sûre qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été touchées, d'autres invités, mais que nous ne sommes pas au courant. » Voilà. Sachez que suite à ce drame, de nouvelles règles avaient été mises en place afin d'éviter de tels scandales. Dominique, le cerveau de l'émission, a quitté l'émission en 2008. Il a déclaré que ces nouvelles règles, qui limitaient leur champ d'action, ça pouvait être les sujets abordés par exemple, avaient, je cite, ôté peu à peu toute vie à l'émission. D'où son départ. Le Jerry Springer Show a continué jusqu'en 2018. Tout au long de son passage à l'antenne, Jerry Springer a admis que son talk show n'était pas intellectuel et que de ce fait, il ne pouvait pas être comparé à d'autres émissions. Dans une interview avec Larry King, il a même révélé, je cite, « Je ne veux pas vivre dans une Amérique qui regarde The Jerry Springer Show ». En 2022, lors d'une apparition dans le podcast Behind the Velvet Rope de David Yontef, Springer s'est même excusé pour ce qu'il avait produit. Il a déclaré « Non, je m'excuse simplement, je suis vraiment désolé. Qu'ai-je fait? J'ai ruiné la culture. » Il a ensuite plaisanté « J'espère juste que l'enfer ne sera pas trop chaud parce que je brûle très facilement, j'ai le teint très clair et ça m'inquiète un peu. » Le présentateur est décédé en 2023 à l'âge de 79 ans à son domicile dans la banlieue de Chicago après une bataille contre le cancer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié notre travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.